Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'Express Orient consacrée au séisme qui a frappé principalement la Turquie et la Syrie. Un tremblement de terre puissant d'une magnitude de 7,8 qui a surpris les populations dans la nuit de dimanche à lundi et qui a fait plusieurs milliers de morts. Les dégâts sont considérables. Des immeubles entiers se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de sauver les personnes piégées sous les décombres. L'aide humanitaire et logistique s'organisent. Nous en parlerons avec Ronny Broman, ancien président de MSF, et Jeanne Berger, responsable des programmes d'urgence chez l'ONG CARE. Mais d'abord, cette image aérienne à Harim, en Syrie. On y voit l'ampleur des destructions. Et puis, cette autre photo en Turquie, à Hatay, cette femme en pleurs montre le drame pour ces populations. Avant de faire l'état des lieux, nous allons tenter de comprendre ce qui s'est passé dans cette région du sud-est de la Turquie, qui est particulièrement à risque, car elle se situe au centre de 3 plaques tectoniques. Les explications de Léo Péchard. La Turquie, une zone sismique bien connue des scientifiques. Le pays est majoritairement situé sur la plaque tectonique anatolienne. Problème, cette plaque est coincée entre plusieurs autres, poussée au sud par le bloc arabique, mais coincée dans son mouvement par la grande plaque eurasiatique au nord. La faille nord-anatolienne constitue la limite de ces plaques eurasiatiques et anatoliennes qui se déplacent l'une par rapport à l'autre de 2 cm par an. Longue d'environ 1200 km, traversant le pays d'est en ouest, cette faille est responsable de tremblements de terre destructeurs, notamment celui d'Izmir en 1999, à 100 km d'Istanbul. Au moins 17 000 morts comptabilisés. Les experts craignent d'ailleurs qu'un nouveau séisme d'ampleur touche la plus grande ville du pays avant 2030, car un segment de la faille en mer de Marmara n'a pas connu de tremblement depuis le XVIIIe siècle. Un signe inquiétant, selon les géologues. Mais les séismes de ce lundi seraient liés à une autre jonction de plaques, la faille est-anatolienne, frontière entre les blocs arabiques et anatoliens situés au sud-est du pays. Moins longue que celle du nord, elle n'en est pas moins dangereuse. La province d'Elazig, située non loin de la faille, a subi également 2 importants séismes en 2010 et 2020. À chaque fois, plus d'une quarantaine de personnes ont trouvé la mort. Je vous le disais, ce tremblement de terre a saisi les populations en pleine nuit. Beaucoup n'ont même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Retour sur ces heures de drame avec Claire Bonichon. 4h17 du matin, heure locale, lundi. La terre tremble. Un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Cette image de vidéosurveillance dans un magasin de Gaziantep témoigne de la violence de la secousse. Une secousse au pire moment, alors que les habitants dorment. Comme vous pouvez le voir, il y a un homme ici. Il est mort. Et personne n'est venu retirer son corps. Et on entend la voix d'une femme là-dessus. On les entend. Ils appellent à l'aide. Ils demandent à être secourus, mais on ne peut pas les secourir. La zone dévastée fait au moins 500 km de large. Dès qu'ils le peuvent, les secours se mettent à la recherche de survivants, mais difficile pour eux de travailler alors que les répliques se succèdent sur des bâtiments déjà fragilisés. En fin de matinée, vers 11h30 heure locale, fait rare, une réplique presque aussi forte est enregistrée, de magnitude 7,5. Pendant son reportage, ce journaliste peine à rester debout. Les Syriens sont eux aussi très durement touchés. Ici, dans la province d'Idlib, toujours en guerre, la plupart des immeubles ont été détruits. Le mur s'est effondré sur mon fils. Ma femme est descendue et j'ai jeté mon autre fils du 2e étage. J'ai réussi à m'extraire et à sauver mes filles. Mon fils était resté sous le mur. J'y suis retourné pour le sauver. La plupart des pays se sont immédiatement mobilisés. Côté français, 140 secouristes de la sécurité civile ont été envoyés en Turquie. Nous aurons des équipes de secours qui iront vraiment chercher dans les décombres au plus près les victimes qui pourraient être encore ensevelies avec des moyens de découpe de béton et de métal. Avec eux, des dizaines de sauveteurs espagnols, suisses, britanniques, néerlandais ou encore américains.
Même la Russie et l'Ukraine en guerre ont proposé leur aide. Et le temps presse, car plus les jours passent et plus les chances de retrouver des survivants diminuent. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ronnie Broman, médecin, membre du Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, ancien président de MSF, Médecins sans frontières, et Jeanne Berger, responsable des programmes d'urgence chez l'ONG CARE. Elle est également avec nous en duplex. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, Jeanne Berger, quelles sont les particularités de la zone touchée qui peut la rendre plus vulnérable ? Alors, merci pour l'invitation. 2 particularités à prendre en compte. La première, c'est celle du climat. On ne s'en rend pas toujours compte quand on parle de la Turquie ou de la Syrie, mais il est fait extrêmement froid, il peut y neiger. Il y a souvent, à cette période-là, des tempêtes de neige. Ça complique le travail de sauvetage, ça complique l'acheminement des équipes, des vivres. C'est aussi une particularité qui va être très compliquée dans les jours et les semaines à venir parce que ça veut dire que parmi les survivants, beaucoup sont dans la rue dans un froid glacial et donc il faut les prendre en charge de manière urgente. Une autre particularité à prendre en compte, c'est le cas du nord de la Syrie, qui était une zone qui était déjà exsangue après plus de 10 années de guerre et qui était déjà dans une crise humanitaire catastrophique. Donc, dans ce cadre-là, on sait que ces séismes particulièrement violents vont avoir un effet catastrophique si on n'a pas une réponse d'ampleur extrêmement rapide. Alors, Ronnie Broman, on a vu que l'aide humanitaire venait autant de la Russie que de la Chine, que des États-Unis ou de l'Europe, c'est-à-dire de pays avec lesquels les relations avec la Turquie sont parfois tumultueuses. Comment l'expliquez-vous ? D'abord, l'aide d'urgence en situation de catastrophe naturelle, je préfère parler d'aide d'urgence que d'aide humanitaire, parce que l'aide humanitaire suppose un certain désintéressement, une attitude mentale qui n'est pas exactement celle des États. Les États, par définition, ont des intérêts et les défendent. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut l'interpréter sans cynisme du tout, simplement c'est factuel. La façon dont un État réagit face à une catastrophe naturelle lointaine lui permet de se placer sur la scène internationale comme une puissance avec laquelle il faut compter. Et lorsqu'on en parle en plus de la Syrie et de la Turquie, 2 grands pays qui sont dans une région extrêmement importante du point de vue géopolitique, ça prend d'autant plus d'importance. Donc 2 grands pays vont chercher manifestement à se positionner comme des intervenants majeurs. Et il faut en terminer avec l'idée que seul l'Ouest est pourvoyeur d'aide humanitaire ou d'aide d'urgence en situation de catastrophe. C'est désormais l'affaire de nombreux pays en dehors de l'Ouest. Alors, est-ce que la Turquie peut se permettre de refuser de l'aide ? Elle l'a déjà fait dans le passé. Ou est-ce que ça a changé aujourd'hui et pourquoi ? Je ne pense pas que dans les circonstances actuelles, la Turquie puisse se permettre de faire ça. D'ailleurs, il me semble que le président Erdogan a lancé un appel vibrant et insistant pour l'aide. Donc, dans ces conditions, il serait malvenu de refuser de l'aide. On a entendu tout à l'heure Jeanne Berger parler de la Syrie, du cas de la Syrie. Comment ça va s'articuler pour la Syrie qui est en guerre, qui est sous sanctions Comment ça va s'articuler l'aide Jeanne Berger cette aide d'urgence ? avait tout à fait raison de rappeler que les dégâts des 10 années de guerre qui viennent de s'écouler, des 12 années même de guerre qui se sont écoulées, sont absolument majeurs. On a pu le voir, mais les gouvernorats de Alep et Idlib, qui sont les premiers frappés, sont en partie sous contrôle gouvernemental et dans une large mesure sous contrôle rebelle, qu'il s'agisse de forces kurdes ou de forces islamistes, comme on le sait. Dans ces conditions, le passage des lignes, le passage éventuel des lignes risque d'être extrêmement dangereux, compliqué, et je ne sais pas du tout, à l'heure où nous parlons, ce qu'il va en être. Ça va vraiment dépendre à la fois du régime et des forces rebelles. Par ailleurs, une bonne partie de l'aide qui atteint les gouvernorats du nord de la Syrie, c'est-à-dire là où les dégâts du tremblement de terre sont majeurs, passe par la Turquie. Aujourd'hui, il y a un seul point de passage. Avant, il y en avait 4. Ce sont des routes qui sont sous contrôle à la fois des gardes-frontières et de l'ONU pour la route qui est encore ouverte. 3 ont été fermés sur la demande de la Russie et de la Syrie. Il faut absolument les rouvrir. Il faut qu'un appel soit relayé par le maximum de monde possible, de sorte que les secours puissent passer de façon fluide, parce que c'est une urgence
à laquelle il faut être capable de répondre. Et pour cette urgence, nous avons besoin de voies d'accès rapides. Alors, Anne Berger, les opérations de déblaiement, de sauvetage ont commencé. Il y a beaucoup de sans-abri, vous l'avez dit, dans des conditions climatiques difficiles. Qu'en est-il aussi des réfugiés? On sait que c'est une zone où il y a des réfugiés. Ces sinistrés vont s'ajouter à ces réfugiés. Comment gérer cette situation? Effectivement, c'est un point important puisqu'on sait qu'en plus, les Syriens qui étaient réfugiés en Turquie étaient pour beaucoup dans des situations assez vulnérables. Donc, au même titre que les Turcs aujourd'hui qui ont été impactés, il va falloir très rapidement pouvoir soutenir ces gens, c'est-à-dire leur fournir des abris, leur fournir à manger, leur fournir un accès à l'eau, leur fournir un accès à des toilettes, à des douches et des habits chauds, puisque que ce soit les Turcs ou les Syriens aujourd'hui, c'est des personnes qui, pour beaucoup, vont avoir tout perdu et ne vont pas pouvoir rentrer chez eux. Alors, Jeanne Berger, qu'en est-il de l'après? Parce qu'on parle beaucoup de la situation actuelle, de l'urgence, mais on sait très bien qu'après, il y aura encore des efforts à faire, notamment pour le relogement, mais aussi pour s'occuper de toute cette population sinistrée. On sait que quand il y a des séismes, il y a des orphelins, et il y a des parents aussi qui perdent leurs enfants. Il y a aussi un besoin psychologique. Effectivement, c'est important de dire que là, il y a une réponse d'urgence qui va devoir être massive, mais qu'il va falloir être présent après. Et c'est important de le rappeler aux gens. Ça va être important pour nous de le rappeler aussi à la communauté internationale pour qu'elle continue à se mobiliser dans les semaines à venir et dans les mois à venir, parce qu'il va falloir reconstruire énormément d'infrastructures, il va falloir être présent en termes de soins de santé, il va falloir pouvoir soutenir réellement ces populations qui, pour beaucoup, ont tout perdu. Donc ça va demander une réponse sur un temps long, effectivement, et une mobilisation massive de la communauté internationale. Ronnie Broman, dans ce contexte de la guerre en Ukraine, où la Turquie a su jouer un jeu d'équilibriste assez talentueux, je dirais, sans se mettre à dos les uns ou les autres, quel sera l'intérêt des grandes puissances d'intervenir dans ce drame? D'une manière générale, les grandes puissances, et même les puissances moyennes, comme les puissances européennes, disons, se manifestent avec beaucoup de volontarisme dans les situations de catastrophes naturelles. L'Europe va être très présente dans le financement de l'aide immédiate et de l'aide à la reconstruction. Avec quel résultat? Ça reste à déterminer, parce que à moyen terme, c'est entre les mains du gouvernement que réside le sort de ces populations. Merci beaucoup, Ronnie Broman, médecin, membre du Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, ancien président de MSF. Merci également à vous, Jeanne Berger, responsable des programmes d'urgence chez l'ONG CARE. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro spécial d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Vous, au moins, vous pouvez voir la météo avec Aesio Mutuelle. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Regardez la météo avec Forte Nuit 8 heures. Une formule fortement dosée en mélatonine et renforcée de 3 plantes à diffusion progressive pour favoriser le sommeil pendant 8 heures. Forte Nuit de Forte Pharma, fortez-vous mieux.